sommet des arbres qu'il ne déserte que rarement, le capucin, frénétique, semble danser avec le ciel. Les chemins qu'il emprunte sur les routes des cimes sont toujours les mêmes, étroits et si bien délimités que quand plusieurs singes évoluent ensemble, ils y passent en file indienne. Le capucin doit son nom à une calotte noire que certaines espèces portent sur un pelage occipital semblable à une chevelure blanche. Avide d'occuper toutes les dimensions de son univers, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, le capucin semble célébrer la déroute du fleuve. L'Amazone s'est retirée au plus loin, au plus creux de son lit. Elle ne descendra plus. Dans quelques mois, le fleuve reviendra, inondant de nouveau ces forêts où l'on peut, pendant qu'il en est temps, courir et jouer jusqu'à l'ivresse. Une main se tend, hésite et se retire. La main recommence et, cette fois, renonce. Cette main est celle d'un paresseux mâle, dans la pleine vigueur de la maturité, et dont un doigt cassé à la main droite diminue à peine la force. Ayant renoncé à se déplacer par le haut des arbres, doigt cassé se résout à affronter la terre ferme. Parler de terre ferme est d'ailleurs abusif car doigt cassé vit dans une zone inondée tout au long de l'année et que n'affecte guère la saison des basses eaux. À mi-hauteur d'un arbre voisin, doigt cassé aperçoit un nid que des guêpes ont construit. En forme d'assiette creuse renversée, large d'une cinquantaine de centimètres, le nid est une usine où s'activent des ouvrières. Chacune d'elles a un rôle à jouer. Certaines assurent la ventilation en battant des ailes, d'autres pourvoient au nourrissage des larves, d'autres encore se chargent de réparer le nid en utilisant comme matériaux de construction des matières végétales, semi-digérées et mêlées de salive. Les cellules sont strictement hexagonales. Chacune d'elles ne contient qu'un seul œuf. Les ouvrières poseront un couvercle sur celle où la reine a pondu. Quand elles ont grandi, les larves qu'on voit bouger dans les cellules sont nourries avec de la chair d'insectes et avec notamment des fragments de chenilles. Quand elle a créé cette cité, la reine, encore seule, n'a pondu que les œufs nécessaires à l'éclosion d'une première couvée. Celle des ouvrières vouées à agrandir le nid, à élever les larves à venir, à chasser les insectes nécessaires à leur alimentation. Un nid peut abriter plusieurs centaines et dans certains cas, plusieurs milliers de guêpes accrochées à leurs habitations par les crampons qui garnissent leurs pattes.
Le paresseux a une prédilection pour certains feuillages particuliers, et quand il veut les trouver, il lui arrive de devoir se déplacer, sur terre ou par les eaux, sur d'assez longues distances. Dans la forêt amazonienne, qu'on soit en région inondée, semi-inondée ou en terras firmes, les terres fermes, il faut parfois parcourir plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres, pour trouver deux arbres de la même essence. La richesse de la forêt a pour corollaire l'extrême dispersion des espèces. En pleine forêt pluviale, on peut compter environ 300 espèces d'arbres différents par hectare, alors qu'on n'en trouverait qu'une vingtaine dans une forêt européenne. Celui qui, comme doigt cassé, n'apprécie qu'une seule sorte de feuillage, doit donc se résoudre à une existence de nomade, de territoire en territoire. Heureusement, piètre marcheur, le paresseux est un bon nageur, qui semble prendre plaisir à lacérer de ses griffes les eaux illuminées. Doigt cassé est enfin parvenu au terme de sa traversée. Le monde émergé l'attend, il lui suffit d'y grimper. Doigt cassé se plaît dans cet écosystème appelé Igapo. L'Igapo est une forêt inondée en permanence, que le retrait du fleuve ne découvrira jamais. Les formes végétales y sont intimement liées au milieu aquatique et plantent leurs racines dans une terre imbibée d'eau. Doigt cassé se reposera à présent pendant le temps nécessaire. Quelques heures, quelques jours. Rutilante au soleil, toute cuirasse briquée et lustrée, un criquet vaque aux minuscules occupations qui remplissent une vie d'insecte. Dans la jungle des sous-bois, on ne sait jamais qui l'on risque de rencontrer. Derrière la feuille brune, dressée face au criquet, une tueuse prend son repos. Mais l'insecte l'ignore et continue d'avancer. Mala, la mygale, a ressenti près d'elle une faible secousse, comme celle que produit le pas d'une proie. Le criquet, inconscient d'avoir défié un ennemi, poursuit l'escalade d'une feuille. Brusquement aux aguets, Mala met en alerte ses capteurs sensoriels. Des yeux au nombre de 8, dont 2 principaux, et des organes capables d'analyser les vibrations
et la composition chimique de l'air. Mal agrippé à une feuille, le criquet tombe soudain juste à côté de Miguel. À peine saisi, l'insecte se débat si fort que la mygale, surprise, le laisse échapper. Un peu commotionné, mais sans dommage apparent, l'insecte poursuit son chemin. Tandis que Mala, elle, désormais éveillée, se met en embuscade dans l'attente d'un prochain visiteur. Une biche est morte cette nuit au sud de la forêt, dans les savanes du Pantanal asséché. Les charognards se sont activés jusqu'au matin et il ne reste plus d'elle qu'une carcasse dont un faucon nettoie les os. Deux vautours, des urubus, importunent le faucon. L'un d'eux, présumant de ses forces, tente même de soustraire la carcasse à son propriétaire. Bientôt, un autre urubus se présente. Au bout d'un moment, ils seront une meute caquetante et acharnée, capable de noyer le faucon sous leur nombre. Sautillant comme un éclopé, car l'une de ses ailes est cassée, voici qu'arrive en retard un dernier quémandeur. Le faucon marque soudain sa mauvaise humeur. Pourtant, son ventre est plein et il ne compte pas s'attarder au milieu d'une telle foule. Aile brisée s'approche du festin. Depuis longtemps dans le groupe, il est celui que l'on n'aime pas et que l'on repousse méchamment à coups de bec. Mais Aile brisée y croit encore et espère que ses congénères, autour d'un repas comme celui-là, finiront bien un jour par le laisser passer. Oui, ce jour-là, ils l'accepteront parmi eux et partageront une carcasse avec lui, que son aile manquante affaiblit tant. Pourtant, aujourd'hui comme hier, Aile brisée ne se mêle pas aux autres. Il hésite, avance et finit toujours par reculer. Et quand enfin il parvient à oser et arrive à grappiller une miette de chair ou d'os, il se fait rabrouer et doit se contenter par chance d'une autre miette à ramasser. Bientôt l'un de ses adversaires lui saute dessus et le dissuade de s'acharner. Exclu et maltraité, il se résout enfin à laisser ses congénères accomplir sans lui leur travail de nettoyeur. Bientôt, ses tourments prendront fin, mais il l'ignore encore.
Aux lisières de son territoire, non loin de l'Amazone, Zuko le jaguar arpente les zones inondables que les limons du fleuve ont fait reverdir. Depuis plusieurs semaines, une femelle, Kaloa, est arrivée sur ces terres. Ensemble, ils ont pratiqué le jeu et le combat. Ils ont pêché et chassé. Ils ont parfois partagé des proies. Mais aujourd'hui, Zuko recherche Kaloa pour une toute autre raison. L'odeur de la femelle a marqué ses herbes et Zuko, le nez à terre, suit sans la perdre la piste de Kaloa. Dès qu'il l'a trouvée, Zuko flaire Kaloa, qui se révèle sexuellement réceptive. D'un mouvement de la patte, il la pousse sur le ventre. Enfin, il introduit son pénis en elle. Comme chez la plupart des grands félins d'Amérique ou d'Afrique, la pénétration ne dure que quelques secondes. Aussitôt après, la femelle feule avec énergie, comme si elle manifestait un plaisir mêlé d'agressivité. Certains pensent que ce comportement est causé par les rugosités du pénis du mâle, qui meurtrit la femelle pendant l'accouplement. Si le coït est bref, il sera répété de nombreuses fois, ce qui optimise les chances de fécondation. Le scénario est immuable. Le simulacre de l'affrontement succède toujours à l'accouplement, à grand renfort de rugissements et de feulements alternés. Abandonnée par les vautours, boucanée par le soleil, la carcasse de biche excite à présent la convoitise d'un caracara. L'oiseau de la famille des faucons se montre opportuniste. Bien qu'il apprécie la chair de jeunes oiseaux, qu'il tue dans leur nid, il se nourrit aussi de proies chassées par d'autres ou de charognes abandonnées. Les vautours urubus ont si bien rempli leur office que le caracara ne trouve plus de chair consommable que sur la tête de la biche. Une oreille, délicatement prélevée, semble d'abord le satisfaire. Mais il se ravise et revient vers la carcasse. Une deuxième oreille lui donnera matière à s'activer. Le faucon aimerait, en soulevant la carcasse ou en la déplaçant, que les os du cou se séparent et lui donnent accès aux pulpes et aux moelles qu'il renferme. Mais la tactique est vaine. Il faudra se contenter, comme prévu, des chairs cartilagineuses de l'oreille. Au ras du sol se joue parfois d'aussi grands drames que dans une jungle.
Tout commence ce jour-là de manière banale, par une grenouille à l'affût d'un insecte à gober. Au lieu d'un insecte, c'est un fauve qui va surgir, et le gobeur ne sera pas celui que la situation prévoyait. Mala l'amygale s'est jetée sur sa proie comme l'éclair frappe l'arbre, sans laisser à la grenouille le temps d'un réflexe. Aussitôt, en tournant sur elle-même, elle stimule les filières, orifices situés à l'extrémité postérieure de son abdomen. Des fils de soie en sortiront que l'araignée utilisera plus tard pour envelopper sa proie. Avant toute chose, il faut commencer à transformer la proie. Au moment de la capture, un venin lui a été injecté par les crochets de l'araignée, les chélicères. À présent, c'est un autre liquide qui est introduit dans son corps. Un puissant suc digestif, riche en enzymes qui va dissoudre les organes, les chairs et une partie du squelette. En quelque sorte, la digestion se fait avant même que le repas soit ingéré, à l'extérieur du corps du mangeur. La dégradation de la proie est complétée par la puissante action des chélicères qui déchiquettent et broient les tissus de haut en bas. Simultanément, les lames maxillaires, organes situés de chaque côté de la bouche, renseignent l'araignée sur le goût et l'état de ce qu'elle va manger. Ce qui est d'ores et déjà consommable sera poussé par elle en direction de la gueule. La grenouille sera ainsi de l'intérieur réduite en bouillie. Le liquide sera filtré à l'entrée de la bouche de l'araignée par un tamis de poils qui retiendront les particules trop grosses pour passer dans l'œsophage. De nouveau, Mala se met à sécréter du fil, un fil dont la résistance est supérieure à celle du nylon. Les mygales sont les araignées les plus archaïques de la planète et ressemblent à certains égards aux premiers ancêtres de tous les arachnides, qui vivaient il y a environ 400 millions d'années. Mala est donc à la fois très sophistiquée et très primitive. C'est pourquoi elle ne tisse pas de toile comme le font des araignées d'évolution plus récente. En revanche, elle emploie du fil de soie en toutes sortes de circonstances, pour se fabriquer un terrier, pour boucher une cavité qui servira de piège, ou comme ici, pour envelopper une proie. L'enrobage de la proie se fait par un mouvement de rotation régulier, lors duquel l'animal veille à ce que les fils soient bien plaqués sur l'objet à envelopper. Mala l'amygale ne craint pas vraiment les fourmis que l'odeur de la grenouille morte a attirées. Les insectes se promènent sur son corps et l'énervent, mais le seul prédateur que puisse redouter l'amygale est la guêpe pompile, capable de la paralyser en quelques secondes. Mala l'amygale a dévoré sa proie. Tout rentrera dans l'ordre comme si rien ne s'était jamais passé. Ainsi s'achèvent les drames,
dans la jungle du sous-bois. Xada, la fille de Loana, s'est rapprochée des berges du fleuve, sur lesquelles le retrait des eaux a sculpté par endroits des plages de sable clair. Depuis la mort de sa mère, qu'elle a longtemps cherché et appelé de ses cris, d'arbre en arbre, de clairière en clairière, Xada a pris un peu d'assurance. Désormais, sa prise est plus ferme sur le tronc qu'elle descend, et ses griffes s'agrippent avec plus de force à la branche qu'elle serre. Xada est faite pour survivre. Comme l'avait indiqué dès sa naissance, son aptitude à trouver par elle-même le moyen de s'alimenter à la tétine de sa mère, sans l'aide que requièrent normalement les paresseux nouveau-nés. Dans les parages du bras du fleuve où elle se tient, Xada a épuisé ses feuillages de prédilection. Elle a donc décidé de s'aventurer sur un nouvel arbre, situé à proximité, et auquel elle parviendra par la voie la plus facile, celle des eaux. Xada arrive comme prévu sur une berge voisine. Elle se sent fatiguée. Mais il faut encore avoir le courage de sortir de l'eau, de découvrir un nouveau monde et d'escalader l'arbre de son choix. Xada parvient enfin au but qu'elle s'était fixé. Son nouvel arbre est là, qui l'attend. Branches ouvertes. Mais l'arbre est déjà occupé par un autre paresseux, un mâle, qui observe d'un air perplexe l'arrivée de la nouvelle venue. De cette rotation de tête à 270 degrés que permet aux paresseux la présence de 2 vertèbres cervicales supplémentaires, Xada prend la mesure de son nouvel habitat et celle de la tâche à accomplir pour y grimper. Doigt cassé l'observe. Il se doute qu'il devra partager avec elle cet arbre sur lequel il vient lui-même de s'installer. Face à Doigt cassé se tient désormais Xada. Xada, qui n'est plus seule, et sur qui peut-être le mâle adulte veillera quelque temps. Non loin du territoire de Zuko, le jaguar,
une famille de pécaris à collier s'est établie. Le groin sans cesse à l'affût des moindres senteurs de l'air, ils attendent que les petits événements du jour remplissent leur vie. Ils forment un groupe cohérent et sur le corps de chacun est déposée l'odeur des autres. L'opération se fait par friction mutuelle des glandes situées sous l'œil. Grâce à ce marquage, l'odeur de chaque individu devient en réalité celle du groupe auquel il appartient. D'autres glandes destinées aux mêmes usages se trouvent sur le dos. D'un groin fouisseur, les pécaris recherchent jusque dans la boue des graines, des racines ou quelques déchets de fruits abandonnés par un singe. Mais ils lèchent et avalent parfois la boue elle-même, car elle leur fournit des oligo-éléments qui leur sont indispensables. Un bébé est né, si récemment qu'il porte encore au ventre un bout de son cordon ombilical. Le nouveau-né, déjà aventureux, s'est un peu égaré et recherche Wakima, sa mère, parmi les individus qui composent le groupe. Affectueusement flairés, poussés et bousculés par les uns et les autres, ils se fraient un chemin. Le jeune animal est perturbé par le mélange d'odeurs que porte sur son dos chacun des adultes. L'odeur de sa mère, il la trouve partout. Mais sa mère, elle, semble n'être nulle part. Alors le bébé décide de se reposer sur le coussin sec et moelleux que lui offre le corps d'un adulte. Cet adulte, c'était Wakima, la maman recherchée. Dans un instant, quand il aura repris ses esprits, le jeune pécari devra se rendre compte qu'il est temps de téter. Bientôt, comme si leur faim était synchronisée, son frère se présente, lui aussi en quête d'un peu de lait chaud. Sur 4 paires de mamelles, une seule donne du lait. Mais les bébés savent déjà à laquelle s'accrocher. Après le repas viendra le temps de la tendresse, le rite de la douceur et de la complicité. La forêt l'autorise, comme pour se racheter des épreuves auxquelles elle soumet les vivants. La tendresse, pourtant, ne vient pas s'offrir simplement à qui la réclame. Il faut parfois la mendier et accepter de n'en recevoir qu'une bribe, comme une aumône. L'exemple de ce capucin le démontrera. Être épouillé chez les singes, c'est être respecté, aimé, reconnu.
Il en est ainsi chez les capucins. C'est pourquoi quand son corps le démange, un capucin n'éprouve qu'une envie, qu'un autre vienne éliminer dans son poil les parasites qui piquent, mordent ou irritent la peau. Encore faut-il parvenir à trouver dans l'arbre où l'on se tient un gratteur volontaire. Le démangé se place près d'un épouilleur potentiel. Il lui présente sa nuque dans l'espoir que l'autre remplira son office. Mais on peut mal tomber sur un égoïste qui restera indifférent à la requête ou se contentera d'un service minimum. Alors il faudra de nouveau lui placer sous le nez sa nuque offerte. Lorsque le partenaire manque à tous ses devoirs sociaux, une bonne tactique peut consister à lui montrer l'exemple. Et quand la démonstration est faite, on devrait normalement pouvoir réclamer la réciprocité. Que d'efforts aura-t-il fallu pour en arriver enfin à cet épouillage réalisé dans les règles de l'art? Mais le démangé se montre difficile. Il désire une séance de meilleure qualité avec davantage de cœur et davantage d'énergie. Il se déplace, espérant trouver plus haut dans l'arbre un épouilleur plus enthousiaste. Hélas, le jeune singe auquel il s'intéresse et dont il tire la queue est trop occupé. Et c'est un autre capucin qui capte les faveurs de deux épouilleurs, l'un derrière et l'autre devant. Le mal-aimé n'a plus qu'à ruminer sa malchance, tandis que près de lui d'autres ne boudent pas leur bonheur. En se repliant, les eaux du fleuve ont abandonné sur leur passage de nombreux poissons qui se retrouvent piégés dans des marais résiduels. Parmi eux, des piranhas suffoquent, cherchant vainement dans une eau stagnante et épuisée un peu d'oxygène qui les ferait survivre. Pourtant, vivre encore ne servirait à rien. Retiré au creux de son lit le plus profond, le fleuve ne rendra pas ses eaux aux forêts inondables avant plusieurs semaines. Ces dents acérées qui faisaient régner la terreur dans les bancs de poissons et naître des légendes parmi les hommes ne servent plus à rien. À cet instant, on les échangerait volontiers contre un tout petit peu d'eau vive. La situation n'est guère meilleure pour les têtards qui n'ont pas su se réfugier quand il en était temps vers des mares plus profondes. Eux aussi mourront sans doute, incapables d'attendre que reviennent les eaux.
Au sud de la forêt géante, il ne reste presque plus rien des eaux du Pantanal. Le marécage s'est transformé en savane, comme un morceau d'Afrique égaré à l'autre bout du monde. Dans le peu d'eau qui subsiste, pêcher n'est même plus un art. Il est fini le temps du guet, gueule ouverte en travers du courant, lorsqu'on attendait immobile l'arrivée du poisson venu de lui-même, s'embrocher sur les crocs. Aujourd'hui, il suffit de ramasser près de soi une proie à demi asphyxiée. On pêche sans gloire, sans mérite. Les caïmans se gavent pour se prémunir des risques de sécheresse totale. Si tout le poisson meurt, au moins auront-ils absorbé assez de réserves pour pouvoir tenir plusieurs semaines sans manger. Peu à peu, les terres asséchées deviennent un cimetière où s'échouent des bancs de piranhas. Les poissons, les têtards, seront bientôt dévorés par les vautours, les insectes et les bactéries. Leur chair sera rendue à la terre, car la forêt sur laquelle tant d'eau ont ruisselé et que des millions d'années ont érodé a besoin que tout lui soit rendu. Son sol si pauvre mourrait si elle ne pouvait recycler sans fin toute la matière dont elle dispose. D'un groin attentif, Wakima surveille ses enfants qui jouent sur les herbes, toujours vertes, de la grande forêt. Le jeu est nécessaire aux jeunes pécaris, autant que le lait de leur mère. Il leur sert à découvrir le monde, ses richesses insoupçonnées, mais aussi ses limites. En Amazonie, quel que soit le niveau du fleuve et en dehors des marécages asséchés au sud, tout se passe toujours à proximité de l'eau. Les plaisirs et la peine, les bonheurs et les drames. Rejeté par les siens, un vautour urubu à l'aile brisée espère qu'une zone humide où ses congénères ne s'aventurent pas lui sera plus propice. Lassé des coups de bec et des rebuffades, c'est seul qu'il cherchera désormais sa subsistance.
Son nouveau terrain d'aventure, Aile Brisée le partage avec un groupe de caïmans noirs, parmi lesquels se prélasse un roi de plus de 6 mètres de long. Le caïman noir est le plus grand de tous les caïmans. Il ressemble à l'alligator d'Amérique et se plaît dans les rivières peu agitées ou sur les berges de l'Amazone et de ses affluents. Il se nourrit principalement de piranhas et autres poissons et d'invertébrés. Mais si un cervidé se baigne près de lui en période de pénurie, il n'hésitera pas à lui briser la nuque et à le dévorer. Alors qu'Aile Brisée déambule près de lui, le caïman de 6 mètres se met en mouvement. Effrayé, Aile Brisée s'éloigne en clopinant. En s'enfuyant, le vautour au pas mal assuré tombe dans une flaque d'eau et de boue. Le bruit de sa chute réveille un caïman assoupi. Englué dans une eau boueuse et mêlée de déchets végétaux, Aile Brisée fait de son mieux pour s'en sortir. Son aile cassée l'empêche de se soulever ainsi qu'il le faudrait pour sortir de l'eau. Traqué par les prédateurs, Aile Brisée se rend compte qu'il doit à tout prix leur compliquer la tâche au lieu de s'offrir à eux. C'est pourquoi de toutes ses forces, il se précipite vers une zone encombrée de végétation. Il y sera moins facile à repérer et à atteindre. Le calcul se révélera erroné car le caïman ira débusquer l'oiseau le plus loin possible, au cœur de sa retraite. Dérisoire figure de proue, le vautour se débattra encore quelques instants au creux de l'étau resserré sur lui. Et puis, tandis que d'autres caïmans jaloux se dirigent vers le chasseur victorieux, le vautour cessera de vivre dans une dernière éclaboussure. Le géant de 6 mètres, attiré par la curée, sort alors de sa léthargie et se jette à l'eau. Dans une explosion de boue et d'eau, les caïmans s'affrontent à présent et se disputent ce qui pourrait rester d'Aile Brisée. Mais dans la confusion, aucun des querelleurs ne s'aperçoit que celui qui tient Aile Brisée dans sa gueule ne participe pas à la rixe. Plus loin, à l'abri de la convoitise de ses congénères, le mangeur dévore déjà son repas en une seule bouchée qui ne lui laissera pas sur la langue la moindre plume. Ainsi s'achève, dans la boue des berges, l'histoire du vautour que personne n'aimait et qui mourut un jour pour avoir été plus faible que d'autres, quelque part au bord du grand fleuve.